Bienvenue sur le Radiographe, le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille et Marion, cofondatrices de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Nous, notre métier, enfin la façon dont on a conçu le métier, c'est d'être là comme des révélateurs. Donc quand l'objet part avec son utilisateur, il a aussi le droit de devenir ce qu'il a envie de devenir. C'est-à-dire que demain, si la vannerie, je sais pas, utiliser faire un abat-jour. Oui, d'en faire un abat-jour, en fait, pourquoi pas. Mais en fait, c'est là aussi où ça devient aussi intéressant. Depuis février, avec Camille, nous sommes en résidence grâce au dispositif Création en cours, piloté par les ateliers Médicis et soutenu par le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale. Tout comme nous, un grand nombre d'autres designers ou artistes participent à ce programme qui prévoit un temps de transmission dans une école. C'est notamment le cas de Florian Dash et Dimitri Zéphir, tous deux designers produits, qui, au sein de leur studio Dash et Zéphir, abordent la création par le prisme de l'histoire, que ce soit avec un grand ou un petit H. Il y a quelques jours, nous sommes donc allés les rencontrer dans leur atelier pour parler de leur démarche, de leur positionnement, et ce fut un vrai régal de les écouter nous narrer les histoires des objets qu'ils créent ensemble. Pour ma part, je porte depuis cette rencontre un tout autre regard sur les objets qui m'entourent. Ensemble, nous avons donc beaucoup parlé d'histoire, la leur, personnelle, et celle qu'ils partagent. L'histoire qui les inspire et celle qu'ils écrivent ensemble depuis plusieurs années. Nous avons aussi parlé d'objets de conversation, de transmission et du destin imprévisible des objets. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable écoute. Dimitri Zéphir et Florian Dash, vous êtes tous deux designers et vous êtes rencontrés en 2012 pendant vos études aux Arts Décoratifs de Paris. Et en 2015, vous avez cofondé un studio en vos 2 noms, Dash et Zéphir, au sein duquel vous vous définissez comme chercheur-auteur. Et votre approche du design est très singulière puisque pour chacun des objets que vous concevez, vous puisez vos formes, vos matériaux, dans les spécificités historiques et culturelles du territoire que vous explorez, afin de les révéler, de les transmettre grâce aux objets que vous créez. Avant d'explorer ensemble votre démarche actuelle, nous aimerions que vous nous racontiez comment vous en êtes arrivé là, à travailler dans le milieu du design, tout d'abord, puis à fonder Dash et Zéphir. Quelles sont les origines de tout cela ? Alors, les origines. Alors, moi, très personnellement, bizarrement, j'ai toujours eu un peu ce truc, sans trop savoir ce que c'était le design, de vouloir m'orienter dans le design. Quand j'étais petit, je démontais des petits objets en plastique pour voir comment c'était à l'intérieur, un peu le truc classique du design précoce. Et au niveau de mon parcours, je suis quelqu'un qui est pas doué à l'école, qui est pas trop scolaire. Et donc très vite, on m'a orienté presque vers des BEP, des CAP, etc. Et intuitivement, je dis non, moi j'ai envie de faire de la création, de l'art. Je savais pas trop encore à l'époque ce que c'était le design ou quoi. Donc j'ai persévéré et j'ai essayé de rentrer donc en STR appliqué, qui est la filière classique pour rentrer dans des filières de design. Et j'ai été recalé 2 fois. Donc une première fois, j'avais un niveau un peu genre à l'épacrette, on va dire. Donc je pouvais passer en seconde, mais c'était pas suffisant pour rentrer en STI. Du coup, je me suis dit, bon, je retourne ma 3e. Et l'année prochaine, je fais avec un bon niveau. Ouais, je savais ce que je voulais, j'étais assez déterminé par rapport à là-dessus. Sans trop savoir en fait d'où c'était venu ce truc-là, en fait, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui est dans l'art, quoi. C'est le médical, c'est les garages, il y a personne dans l'art ou le design. Donc je sais pas trop d'où c'est venu, c'est un peu inné, on va dire. Et ouais, j'étais déterminé, j'ai redoublé. Et l'année où j'ai redoublé, ils ont augmenté la barre qui était du coup maintenant à 16 de moyenne et j'avais genre 14,5 de moyenne. Du coup, je me suis refait recaler. Donc grosse dent un peu envers le système à l'époque, même en étant en 3e. Et ensuite, donc, j'ai enchaîné avec une seconde et un bac STG marketing qui m'a genre vraiment pas du tout plu. Enfin, j'étais pas... Même si je savais que j'allais acquérir des connaissances qui me sont aujourd'hui utiles en gestion, en marketing, etc., je me faisais chier, quoi. Et en fait, j'avais pris un bac où il y avait du coup une option art plastique à l'époque.
en option facultative. Donc en plus, j'étais dans un lycée où il y avait tous les arts appliqués, les BTS et tout. Du coup, ça me motivait un peu à me dire, ouais, à un moment, il faut que je retourne. Et finalement, j'ai réussi à faire une MANA. Et donc, MANA, où j'avais dès l'origine prédéterminé, je veux faire du design d'objets. Donc ça a été aussi un moment un peu compliqué parce que dans ma tête, je voulais faire du design d'objets et on me propose du design textile, design graphique. Du coup, ouais, j'étais un peu un mec relou à cette époque-là, par rapport à mes profs. Mais et du coup, après, j'ai tenté les BTS. J'ai pas tenté les écoles type NSI, NSAD, etc. parce que je me sentais pas prêt. Enfin, c'était un truc, je me sentais vraiment pas prêt pour ça. Et je me suis recalé aux écoles parisiennes. Donc là encore, petite dent remontée. Je me suis retrouvé à Nevers, dans le centre de la France, en BTS, où la formation était super. J'ai passé vraiment 2 années top. Pour ensuite, du coup, me retrouver aux Arts Déco, où j'ai rencontré Dimitri, du coup, qui lui a fait un parcours totalement différent du mien. Ouais, totalement différent et en même temps, pour moi c'était aussi la différence de toi c'était beaucoup de hasard parce qu'en fait quand j'ai passé mon brevet des collèges, je savais que je voulais faire un métier artistique, mais je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. C'était ma grande passion et du coup il fallait passer un concours d'admission dans une école aux Antilles, enfin la filière art appliqué, puisqu'en fait à l'époque il n'y en avait qu'une seule aux Antilles Guyane. Donc du coup il y avait une sélection de 30 étudiants pour une promo entière. Et du coup j'ai passé les entretiens, j'ai passé le concours et du coup au moment de remettre mon dossier pour les études après le brevet, j'avais le choix de mettre les arts appliqués en premier choix et puis après un bac classique typique bac L option en plastique. Et en fait, j'ai eu complètement la trouille de me retrouver en fait, à l'époque très loin de chez moi, puisqu'en fait, il y avait un trajet d'1 heure, puisqu'en fait, j'habitais en Guadeloupe, donc on va dire que c'était beaucoup plus facile de louer un appartement, faire une colocation à côté de l'école, que de prendre un bus tous les matins pour aller à l'école. Et j'ai flippé, donc du coup, j'ai changé mes vœux en mettant un bac L à appliquer, puis en deuxième choix. Les arts appliqués en deuxième choix. Sauf que ma prof qu'on appelle, Prof principale. la prof principale à l'époque, enfin, elle avait vu. Et en fait, elle a contacté mes parents et elle a dit comment ça se fait que Dimitri la change là. Et du coup, j'ai expliqué que j'avais juste peur et elle m'a dit ne t'inquiète pas et dans tous les cas tu seras pris. Donc en fait, elle savait que j'étais pris, donc du coup elle m'a poussé à y aller. Donc en fait voilà, j'ai fait un bac Castillard appliqué, du coup au lycée Rivière des Pères, à Basse-Terre en Guadeloupe pendant 3 ans. Vraiment 3 belles années. Pour moi c'était une vraie révélation et en même temps aussi une vraie révélation des métiers liés en fait aux arts appliqués. Puisqu'effectivement voilà, on apprend beaucoup de choses mais qui ne sont pas nécessairement liées à l'illustration ou au design. Donc il y avait comme cette dimension hyper transversale qui m'intéressait. Et en fait, au détour d'un magazine que je feuilletais, en fait, qui était dédié au design pour le coup, je tombe sur un article en fait, qui va me faire complètement changer de vision, en tout cas de la profession. Et à l'époque, c'était un article sur Benjamin Grandorge qu'on avait titré Baby Star du Design. Et à l'intérieur, en fait, on faisait beaucoup référence à son approche très sensible liée à ses dessins et comment en fait, il passait du dessin à l'objet. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était de réussir à concilier une pratique manuelle, très plastique, du dessin, après, quelle que soit la forme, mais du coup, en tout cas, en objet, je trouvais qu'il y avait un vrai potentiel. Donc du coup, je me suis mis en tête que j'allais faire en tout cas quelque chose qui était lié à l'objet. Et encore une fois, j'arrive à Paris pour voir les portes ouvertes des écoles. Je vais à l'ENSAMA, je vois le DMA Métal. Et là, boum, encore un autre choc. Je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de faire un DMA Métal. Ce qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, que mon père, il est artisan métallier. Et donc en fait, c'est une matière que je connais, que j'ai déjà travaillé avec lui. Et donc pour moi, c'est aussi la possibilité un peu de continuer ce que lui avait engagé en termes de job, mais avec une dimension beaucoup plus plastique, puisqu'en fait lui, c'est beaucoup lié en fait, à l'industrie. Donc voilà. Et donc du coup, lors des choix pour les études supérieures, après le bac, du coup, je mets en premier choix DMA Métal. Et en second choix, l'école Boulle. Du coup, je suis présélectionné tous mes vœux en fait ont été j'ai été présélectionné à tous mes vœux.
Sauf qu'à l'époque, l'ENSAMA ne faisait pas de concours. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'ils le font aujourd'hui, mais en tout cas, le concours n'était pas délocalisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient que nous, on vienne à Paris pour passer d'entretien. Ils ne voulaient pas faire d'entretien Skype. Donc en fait, on a dû envoyer un dossier papier, ce qui fait que face à des gens en fait, qui arrivaient avec une vraie motivation, avec un vrai discours, un bout de papier ne faisait pas l'affaire. Du coup, je suis recalé deuxième session en DLA Métal. Et en fait, j'arrive à l'école Boulle. Encore un hasard. Et là encore, voilà, belle révélation, l'école Boulle, hyper content parce que c'était vraiment la première fois du coup, que je quittais vraiment en fait, la Guadeloupe, enfin, pour le coup, pour vivre ailleurs. Je suis arrivé dans une promo qui était vraiment très cool, un secteur qui était vraiment très cool. Moi j'ai beaucoup aimé cette école-là, puisqu'elle m'a, je pense, vraiment conforté dans cette idée que ça avait du sens en fait d'avoir tout ce parcours-là. Et ça m'a aussi apporté beaucoup en termes en termes d'ouverture d'esprit aussi, d'inspiration et entre guillemets de revendication, puisque lorsqu'on arrive à Paris, on se rend compte aussi qu'on est très différent des autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, on se dit que peut-être il y a une carte à jouer avec ces différences, qu'elles deviennent une vraie richesse. Et donc, du coup, là, je fais des projets qui sont très éclectiques, donc ça, c'est très bien. Et après le BTS, j'avais deux options, c'était soit de continuer l'école Boulle en DSA, soit d'intégrer notre école. Du coup, j'ai tenté les arts déco, et là encore, j'ai été reçu. Du coup, voilà. Et là, je rencontre Florian. Et alors, comment vous avez commencé à travailler ensemble, tous les deux ? Comment on a travaillé ensemble? Alors, c'était une dynamique un peu spéciale à l'époque aux arts déco, parce qu'on est arrivé dans une classe, donc c'est un système d'équivalence, donc tu rentres en deuxième année. On est arrivé dans une classe qui était à 50-50, donc 50% de gens qui venaient de la première année, 50% qui venaient d'équivalence. Et en fait, très vite aux arts déco, on ne s'est pas senti intégré par les gens qui étaient déjà là. Donc, du coup, on a formé une sorte de petit groupe. Bon, moi et Dimitri faisions partie. On sortait, on parlait beaucoup ensemble. Et en fait, comme on avait déjà tous fait un BTS ou une prépa cachant, on se retrouvait dans un milieu où on pouvait parler de design de façon assez profonde, alors qu'avec les autres qui sortaient d'une première année, qui n'avaient pas forcément le bagage qu'on avait, on avait un peu du mal à connecter avec eux sur un point de vue entre guillemets intellectuel. Ce qui s'est fait après, hein, bien sûr, parce que les gens évoluent, mais quand on arrivait, il y avait un peu ce décalage et ce malaise dans cette école qui n'est pas du tout faite pour les étudiants. Et aussi, très vite, on s'est rendu compte que tous les projets étaient individuels. C'est-à-dire qu'on nous forçait à faire des projets individuels. Et nous, on parlait, voilà, on est devenus amis, etc. Et un jour, s'est présenté l'occasion de faire un projet qui, à l'époque, c'était des plateaux, c'était des ateliers pluridisciplinaires, qui étaient une sorte de workshop pendant 3 semaines intensives. Et on s'est dit, bah tiens, comme on fait que des trucs individuels, on va essayer de travailler ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Et il se trouve que, par hasard, on voulait travailler avec d'autres gens et on s'est retrouvés tous les deux à travailler. Parce que je sais pas trop pourquoi. Ouais. Beaucoup de hasard. Par hasard, voilà, on s'est retrouvés pendant 3 semaines ensemble à travailler sur un sujet post-apocalyptique de fiction. Où du coup, en fait, c'était avec la cartographie, on n'avait presque pas fait d'objet en fait. On avait fait tout un protocole de communication parce qu'en fait, c'était, pour la petite anecdote, c'était quand il y avait la fin du monde qui était annoncée le 24 décembre 2012, je sais plus quoi. Et du coup, nous, en réaction à ça, on avait fait une sorte de kit, pas de survie, mais kit de marche pour les futurs survivants de cette apocalypse. Et du coup, on s'est retrouvés à expérimenter en fait le travail à deux, et on s'est rendu compte qu'en fait venait de toutes ces discussions une matière assez riche. On a beaucoup travaillé avec des feuilles qu'on lançait sur les murs, on écrivait ce qu'on pensait, et il y avait une sorte de ping-pong qui était assez intéressant et du coup qui nous manquait par rapport aux autres projets où tu es vraiment à fond dans ton projet et tu fais pour le prof presque. Et voilà, on était très fiers de ce projet-là. Et voilà, et petit à petit, dès qu'on avait l'occasion de travailler ensemble, on essayait de le faire. Donc ça a commencé avec des projets en dehors de l'école, notamment le concours SINA, qu'on avait fait un été, je crois, un truc comme ça. On s'est dit, bah tiens, on n'a rien à faire l'été, pourquoi pas faire un petit projet pour le concours SINA, qu'on a gagné au final, donc c'est que ça avait bien marché. Et voilà, de fil en aiguille, pareil en 3e année, on a fait le projet avec le designer invité, avec Mathieu Renard.
Donc en fait, on s'est un peu testé pendant toute l'école, tu vois, entre à la fois développer sa pratique personnelle, parce que quand on était faire des projets perso, on avait chacun une pratique un peu différente, donc on gérait nos univers de façon un peu parallèle, et on essayait de les remettre ensemble quand on travaillait ensemble sur des projets divers et variés. C'est surtout que l'école, en tout cas, je pense que c'est ce qui est bien enfin, lorsqu'on fait des études assez longues, c'est que l'école devient vraiment un terrain d'expérimentation. Et il était hors de question en fait, qu'on devienne Dash et Zephyr avant même d'être diplômé. Donc je pense que moi, comme toi, en fait, on avait vraiment aussi besoin de pousser encore plus nos singularités, d'essayer aussi de trouver en fait, ce qui nous intéressait. Parce que même moi, je sais que en fait, quand j'ai intégré les arts déco, il y a un moment donné où j'ai voulu quitter l'école, j'ai voulu faire du textile, après j'ai voulu faire de l'access. Et au final, voilà, j'ai quand même fait du design, mais je pense que j'avais aussi besoin en fait, de tous un peu toutes ces montagnes pour essayer aussi de comprendre ce qui m'intéressait réellement quoi, dans le métier. Et d'ailleurs, en fait, Dash et Zephyr, on le répète souvent, c'est Dash et Zephyr, donc du coup c'est Dimitri et Florian. Et c'est pas homogène, on ne veut pas que ce soit homogène, que ça bouge. Voilà. On essaie de proposer quelque chose d'assez ouvert qui ne répond pas forcément aux règles du design stricto sensu, industriel, etc. Mais ça, ce que tu dis là, de trouver vos propres singularités avant qu'il était hors de question de lancer Dash et Zephyr avant que vous ayez chacun pu développer vos propres singularités, ça s'est fait après le diplôme ou vous avez fait chacun vos expériences aussi à quel moment vous vous êtes dit c'est bon, là, ça y est, c'est un peu malgré nous. Ouais, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que lorsqu'on a gagné le concours SINA, je crois qu'à l'époque, en fait, on devenait, en tout cas moi, pour le coup, j'étais vraiment un des plus jeunes lauréats premier prix SINA. C'est-à-dire que en général, c'est des gens qui avaient entre 28 et 30 ans, sortis d'études. Sortaient de la deuxième année. On sortait de la deuxième année, on gagnait le premier prix, l'objet était édité l'année d'après. Donc du coup, en fait, tout s'est fait hyper rapidement. Et c'est vrai que très rapidement, les gens ont vu en nous, de nouveaux venus en fait, du design. Alors qu'en fait, on était juste étudiants. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque. Du coup, vous avez un studio, est-ce que vous êtes basé Non, on est encore à l'école, je pars en Erasmus dans 2 mois. Ouais, on n'avait pas de site internet, enfin il y avait beaucoup de choses. Et en fait, tout s'est un peu accéléré. Et on a été contacté aussi par des maisons d'édition qui voulaient travailler avec nous. Donc, chose aussi qu'on a refusé dans un premier temps parce qu'on n'était pas forcément prêt. Et justement pour continuer un peu à pousser ce que nous on était. Ouais, je pense que le point qui a du coup entre guillemets malgré nous, même si du coup on l'a accepté, mais qui nous a forcé à formaliser la chose en tant que Dash et Zephyr, c'était les talents à la carte de Maison Objet. Où du coup c'est les talents à la carte. Ouais. Les talents à la carte, c'est une expo de 5 designers émergents qui a proposé à Maison Objet. En gros, tu as une sorte de carte blanche pour présenter tes projets. Et ça, c'était la deuxième fois qu'on nous le proposait. Et au bout de la deuxième fois, on a dit il faut qu'on saute sur l'occasion. Surtout, encore une fois, c'est un truc qui d'habitude est accessible aux gens qui ont déjà un studio qui ont monté. Généralement, c'est des gens qui ont déjà 3-4 ans d'expérience. Nous étions encore à l'école quand on nous propose ça. Et on s'est dit, banco, on saute dans le wagon et on le fait. Du coup, ça nous a forcé à faire un site, à faire une com, à ressortir des nouveaux projets aussi. On a fait une grosse charrette pendant l'été entre la 4e année, donc la 4e année qui était la période mémoire, et Erasmus. Du coup, on s'est pas vu pendant 1 an, quoi. Parce que moi, je suis parti au deuxième. Toi, t'es parti au premier semestre, moi, je suis parti au deuxième semestre. Du coup, on a travaillé en télétravail. Et on a fait un été complet pour à la fin se retrouver sur une Maison Objet et devoir défendre en fait un studio qui n'existe pas vraiment dans un certain sens, qui vient de commencer. Et du coup c'était un bon test qui du coup nous a permis de mettre un peu les choses à plat et aussi d'enchaîner du coup avec le diplôme qu'on a fait ensemble pour le coup. Ça vous pouviez? Ça on avait le droit. Avant on pouvait pas forcément, mais là quand on est arrivé c'était l'ouverture des diplômes à plusieurs. Aussi multisecteur, etc. Donc on a la chance d'avoir fait notre diplôme à 2, qui a aussi beaucoup posé de base en fait. Parce que quand on me demande de faire un diplôme, on me demande de revendiquer qui tu es et ta façon de voir les choses. Donc on sort de ce truc-là de Maison Objet en septembre, le diplôme c'est en octobre.
Donc il y a eu une grosse phase de re-questionnement, de retour sur qu'est-ce qu'on apprend à nos objets, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'avec ça, comment on va faire la transition entre ça et le diplôme. Et du coup, s'en est suivi genre 1 mois, 2 mois de questionnement et d'échanges entre nous pour savoir comment on allait attaquer ce diplôme qui pour nous, tous les deux, devait représenter en fait une sorte d'idéal de ce que nous on défend en tant que designer. Donc voilà, je sais pas si tu veux parler un peu du diplôme. On va pouvoir en parler aussi. Ouais, on en parlera après. Et si vous voulez tirer une première carte. C'est quoi? Histoire et héritage culturel. On commence par le début. C'est le début. Histoire et héritage culturel. Histoire et héritage culturel, c'est un peu ce qu'on a proposé en fait à Amazon Objet, en fait, c'est-à-dire que c'est un peu le commencement en fait de Dash et Zephyr, puisque à l'époque on avait présenté notamment une collection d'objets qui était issue d'une recherche autour de l'histoire et de la culture créole en Guadeloupe. Donc en fait c'est mon île d'origine, et moi ça me tenait aussi à cœur en fait à un moment donné de parler en fait dans la création design des îles, puisqu'en fait elles sont pas forcément bien connues, et c'était aussi c'est aussi ce qui a fait que le Dash et Zephyr en fait est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent en fait, on peut aussi mettre le point directement dessus, c'est que souvent en fait on pense que l'histoire et l'héritage culturel ça vient de Dimitri. Bon, forcément, parce que oui, je viens d'une île, donc il y a ce truc que j'ai aussi beaucoup revendiqué moi durant mes études. Mais en fait, l'héritage culturel, c'est aussi l'héritage de Florian, c'est aussi la relation en fait qu'il a avec les îles, puisqu'en fait il pourra mieux en parler que moi, mais son meilleur ami est martiniquais, donc en fait il a quand même baigné dans une culture créole sans forcément avoir vécu en Guadeloupe ou en Martinique. Et après l'histoire, pourquoi l'histoire? L'histoire c'est un vecteur en fait, je sais. C'est déjà un peu compliqué en fait à expliciter en fait. C'est juste que en tout cas moi de manière très très personnelle, l'histoire m'a souvent en fait guidé dans mes choix créatifs, m'a toujours guidé en fait dans mes projets. J'ai grandi dans une culture où l'oralité est hyper présente, où la culture du conte est hyper présente, donc en fait l'histoire, la fiction, l'imaginaire est constamment présent. Et moi ça a toujours été en fait ma porte d'entrée pour monter des projets. Donc lorsqu'on parle effectivement de Dash et Zephyr, moi je savais que pour moi c'est la seule façon de commencer un projet, c'est attaquer en fait à travers l'histoire. Du coup ça devient voilà, un élément de Dash et Zephyr comme ça qui... C'est déjà ta tête par le contexte finalement. Ouais, en fait, on a même au tout début en fait, quand je reviens sur RIT par exemple, qui était notre premier projet d'objet à deux, directement on s'est dit, donc c'était un concours où le thème c'était le mouvement. Et nous on s'est dit le mouvement, ok si tu veux je te dessine 15 000 trucs qui bougent, mais au final voilà, c'est dessiner des trucs pour dessiner. Et en fait nous on n'est pas vraiment, je pense tous les deux on n'est pas à l'aise là-dessus sur le fait de juste jeter sur le papier des formes qui n'ont pas une sorte d'âme derrière ou qui n'ont pas un intérêt derrière. Du coup ce qu'on s'est dit c'est on va prendre un contexte dans la maison, on va prendre l'entrée. Parce que l'entrée pour nous ça symbolise le mouvement. Et à partir de cette idée de mouvement dans l'entrée, on a dessiné l'objet, mais pas l'inverse. Et du coup c'est marrant que ce premier objet parle d'une histoire, mais d'une histoire à petite échelle en fait. D'une histoire au sein de l'habitat. Pour ensuite partir vers des choses... et c'est comme pour du coup le premier projet qu'on a fait ensemble sur la fin du monde, on a dressé une histoire aussi, ça a commencé par une phase rédactionnelle. Donc en fait je pense qu'on a toujours ce besoin de poser un contexte qui soit fictionnel ou qui soit ancré, mais il faut que ce soit un contexte riche où nous on puisse puiser des choses pour créer. C'est-à-dire que quand c'est un peu d'ailleurs entre guillemets notre problème quand on va travailler avec des maisons d'édition, c'est que si on nous dit dessinez-nous un truc comme ça, dessinez-nous un vase, nous on sait pas faire, tu vois, ça nous intéresse pas et c'est pas nous qu'il faut contacter pour faire ça quoi. Donc si on vous contacte par exemple en disant vous faites un vase, vous le faites en reformulant la question, ouais. Ou finalement c'est plus par exemple vous avez pris le contexte de l'entrée
vous ne disiez pas que vous alliez construire un objet qui allait permettre de poser ses vêtements, de poser des choses, d'écrire aussi des choses et de bouger les éléments entre eux. Enfin, vous ne disiez pas que vous alliez construire une sorte de, je sais pas comment pattern, améliorer. Non, mais oui, c'est exactement le contexte. En fait, en général, ce qu'on demande, c'est ce qu'on essaie de comprendre aussi, c'est l'histoire de maison d'édition, tout simplement. Parce que quelquefois, en 2-3 phrases, on arrive à capter des choses qui, pour nous, à un moment donné, font écho à d'autres choses de nos vécus personnels et comment, en fait, il est possible de co-construire un objet qui parle à la fois de nous, ce qu'on est, et de nous, ce qu'on vit, de ce qu'on revendique, entre guillemets, et en même temps coller à un monde beaucoup plus strict qui est lié à l'édition, donc l'objet fini, reproductible, si possible à moindre coût, etc. etc. C'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire, en fait, on pourrait même mettre histoire avec S, parce qu'en fait, ça peut être vraiment dans le sens l'histoire liée à la culture, notre territoire, ça peut être une histoire qui nous est racontée, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des enregistrements. D'ailleurs, même pour le projet sur la fin du monde, en fait, c'est un enregistrement, c'est une conversation enregistrée qui pose le contexte des objets. Tous les deux ? Ouais, tous les deux, après avoir vu le film La Route. Donc voilà, ça peut être une histoire racontée, ça peut être une histoire imaginée, ça peut être une histoire qu'on aura observée, qui était du coup le cas de rite, donc observer un peu les rituels de vie au sein d'un même espace, et se rendre compte, ah oui, ben en fait on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Quelle typologie d'objets on peut imaginer en fait qui, entre guillemets, supporte la variété en fait des actions. Donc ouais, je pense que la porte d'entrée c'est l'histoire avec un grand H et un S à la fin. Ou un petit H. Ça peut être l'histoire quotidienne. Ah oui, c'est ça, voilà, pardon, c'est ce que je voulais dire, pardon. L'histoire avec un grand H ou un petit H et avec un petit S à la fin. Parce que c'est plutôt les histoires. Oui, d'accord. Mais il y avait une question que vous vous posiez dans votre projet pour création en cours que vous avez fait. Vous avez eu toute une présentation et à un moment donné vous vous demandiez qu'est-ce que l'histoire et la culture amènent au design et qu'est-ce que le design peut leur apporter. C'était plus ou moins ça, je crois que j'ai reformulé, mais ça vous y répondriez comment? Il n'y a pas de réponse finalisée, puisqu'en fait c'est encore en cours, donc on expérimente pas mal de choses. Mais je pense qu'en tout cas le design, la force qu'a la démarche en design, c'est de du coup valoriser en fait des histoires qui n'apparaissent pas forcément comme ça à l'œil nu. Donc en fait c'est utiliser aussi l'objet, en tout cas l'objet comme support et moyen de diffusion en fait de ces histoires-là. Et qu'est-ce que l'histoire apporte au design? Elle permet justement d'aller contre le lissage entre guillemets industriel, contre une forme de mono-histoire aussi de la création design. Donc en fait, l'histoire avec un S à la fin permet de générer pour nous, je pense, différentes façons en fait d'aborder en fait le projet de design. Je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que nous, lorsqu'on parle de designer, ou même en termes de référents, on parle beaucoup de Sotsas, et notamment de sa définition, parce que lui disait en fait que le design est une façon de parler de la vie. Et du coup, moi je pense que c'est vraiment ça en fait, la force du design, c'est qu'en fait, on est vraiment là en fait pour révéler des formes de vie, quelles que soient en fait, ce qu'elles sont. Mais je pense que ça a autant du sens de dessiner un bijou que de dessiner un vase, une poignée. Je pense que moi c'est ce qui est un peu, je trouve intéressant en fait dans le métier, c'est de ne pas se mettre un peu comme ça en fait des barrières presque fictives au final, parce qu'en fait il y a un certain idéal, le fait que le design ait été amené avec l'industrialisation, mais même avec la médiatisation. Tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'en fait, être designer, c'est obligatoirement faire des objets pour des industries, pour des éditeurs, là où en fait, même le projet création en cours, c'est une forme de design. Et c'est peut-être même la plus belle, je pense, qu'on ait découvert aujourd'hui, c'est-à-dire que d'utiliser en fait la méthodologie de design pour transmettre à des gosses ce qu'est justement l'histoire de leur ville.
Et je pense que ouais, c'est ce jeu-là en fait, qui existe entre le design et l'histoire, c'est à la fois de révéler l'éclectisme qui peut exister en design, et en même temps, par le design, révéler les singularités des histoires en fait, qu'on vit au quotidien. Mais je m'y connais pas trop après. Je me rends compte en vous écoutant que j'ai une sensibilité au design d'objets qui est assez. Je m'y connais assez mal. Et j'ai l'impression qu'on est entouré d'objets où les gens n'ont pas forcément cherché à nous raconter l'histoire. Je sais pas si c'est ça dont tu parles, du design industriel. Est-ce que ce serait envisageable d'avoir des environnements où chaque objet nous raconterait une histoire? Est-ce que ce serait même souhaitable? Là, je vois une poubelle Ikea. Non, mais non, je pense pas. En fait, on revendique en fait l'histoire et l'héritage culturel. Après, on ne dit pas qu'on doit vivre que de ça. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je dis que le design industriel, c'est pas bien. Je dis juste que moi, aujourd'hui, c'est pas ce qui me ressemble. Et que, en fait. C'est une proposition. Voilà, c'est une proposition, exactement. Et je pense que toutes les formes de design ont besoin de coexister ensemble, parce qu'en fait, sinon, après, il n'y a plus de mouvement. Et moi, c'est quelque chose, à un moment donné, qui m'a beaucoup, entre guillemets, inquiété. C'est que j'avais l'impression en fait, qu'on allait tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de réponse, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'époque d'Ulm, en fait, après, il y a l'époque des radicaux italiens. En fait, il y a quelque chose qui se croise et qui répond, en fait, à un contexte, notamment avec les radicaux, un contexte d'après-guerre où, en fait, on a envie justement d'avoir des espaces beaucoup plus colorés, avec un style de vie beaucoup plus léger. Et je pense qu'en fait, on a besoin d'être en réaction, en fait. Et donc, du coup, je pense que c'est bien justement qu'il y ait des gens qui fassent du industriel, parce que du coup, moi, ça nous permet de réagir, quoi. De réagir autrement, mais sans, je pense, dire que c'est pas bien. Oui, c'est une proposition. Il y a aussi ça qui existe. C'est vrai, c'est dans ça, il faut tout en fait. Parce que sinon, on va jusqu'au design, c'est qu'au bout d'un moment, même nous, d'un point de vue extérieur, on avait marre de voir ce qui sortait. C'était juste, t'as l'impression que tout le monde faisait la même chose. Mais du coup, en effet, ça permet d'ouvrir des portes à côté et qui sont des portes singulières où t'as vraiment la place de t'exprimer. Je pense que c'est une contribution, voilà. En fait, je pense que c'est ça aussi, parce que souvent, en fait, lorsqu'on amène justement ces mots-là, c'est marrant parce qu'on nous posait la question récemment, on me demandait si, en gros, notre design était politique, ou est-ce que le design devait être politique. Je pense que, comme tout le monde, en fait, si on a fondé en fait, un studio de design, c'est parce qu'en fait, juste, on avait envie de raconter des choses qui nous ressemblaient. Et ça entre guillemets, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, bien sûr, on croit en tout ce qu'on fait et qu'on essaie de les porter le plus loin possible. Mais après, on n'est pas là pour devenir des juges en fait, du design, quoi. On est juste là pour nous montrer nous ce qu'on est et nous ce qu'on aime. Parce que ça ne nous empêche pas non plus aussi d'être designer et d'apprécier le boulot de designers en fait, qui n'ont pas forcément des visions. C'est aussi une manière d'humaniser un peu en ramenant peut-être de la subjectivité, de l'histoire, des choses comme ça. Là où finalement, oui, en effet, il y a un courant de pensée du design où on va plus chercher à lisser les choses, à rendre l'expérience lisse. Donc c'est là où finalement oui, c'est intéressant d'en mettre des diversités. Si vous voulez, je pense qu'on va continuer à en parler avec les autres cas. Ok. Objet de conversation. Bah ouais. Alors ce mot-là, il est apparu donc, pour notre diplôme. Vous faites le moyen de parler de notre diplôme. Ou d'ailleurs c'est notre prof à nous qui nous a parlé de ça parce que pour remettre peut-être dans le contexte, pour notre diplôme, on avait envie de parler des immigrations passées. Encore une fois, il y a cette dimension un peu politique parce qu'on était en 2015. Donc en 2015-2014, il y avait tous les débats par rapport à l'immigration et nous on a entendu un certain nombre de discours de la droite et de l'extrême droite qui nous ont un peu pris au trip et en fait on avait envie d'avoir une réaction par rapport à ça. Et nous ce qu'on avait envie de montrer c'est que toutes ces cultures immigrées, dites immigrées, qui en fait ont construit la France, ont apporté des choses et la France parce qu'il y a eu ces cultures immigrées qui sont arrivées et qu'en aucun cas ça a supprimé l'identité culturelle française mais ça l'a enrichi. Et donc voilà, à travers différents objets, c'est un peu l'objectif qu'on s'est dit, c'est comment montrer que une culture plus une autre culture, ça supprime pas l'autre culture mais ça en crée une nouvelle. Donc en fait ce qui est le principe
globale de la créolisation qui a été théorisée par Édouard Glissant. Donc là aussi on est parti pas mal des écrits d'Édouard Glissant pour construire toute la phase théorique de notre diplôme. Et donc à travers un protocole de création, on a créé des objets qui étaient des objets de conversation. Alors en gros, comment simplifier? Bon, on va pas simplifier, mais Il y a différents t'as degrés. différents strates. En fait, on s'est dit, plutôt que de proposer des objets qu'on va entre guillemets faire pour être vendus, on va proposer des objets qui sont parlants, qui ont des choses à raconter et qui ont des clés de lecture. Donc on s'est amusé un peu à cacher des trucs dans les objets, des phrases, des symboles, pour en fait quand l'utilisateur de l'objet voit cet objet-là, il puisse se poser des questions, même si c'est un ami qui vient, je dis tiens, bah ça. Je pense à la gargoulette par exemple. Ouais, par exemple la gargoulette. J'étais étonnée parce que vous parlez énormément de sa symbolique, énormément de ce qu'il raconte, mais finalement je sais même pas à quoi cet objet sert. Ouais, là, c'est un objet pour l'eau. Pour l'eau? Ouais, alors c'est un objet qui a. En fait, il prend cette forme-là, qui est la forme de la gargoulette, en Espagne, qui est beaucoup utilisée du coup dans les zones rurales, parce que c'est un objet qui refroidit l'eau naturellement. Avec la porosité de la céramique, ça fait recracher les molécules d'eau, pression atmosphérique et tout. Et du coup, ça permettait dans les champs d'avoir une eau qui était à température correcte. Ça n'avait pas un frigo, mais ça permettait du coup d'avoir une eau fraîche alors qu'on était au soleil. Et donc ça c'est un objet qui aussi, si on remonte encore plus loin, vient aussi un peu d'Afrique. Enfin, la technique est remontée avec l'invasion des Maures en Espagne, etc. Et voilà, et du coup là on a tissé une histoire avec du coup, cette immigration espagnole qui a beaucoup immigré dans les années 30, 20 et qui travaillait dans un premier temps dans les zones agricoles. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait entre 2 et 3 000 immigrés qui avaient travaillé dans le Verry, donc dans l'est de la France. Et là on s'est posé la question, du coup s'il y avait eu confrontation et fusion de cet artisanat verrier français et de cet objet qui vient d'ailleurs, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc à partir de là, on a créé cette histoire de l'artisan verrier qui rencontre cet espagnol qui travaille aussi dans la verrerie, il casse leur objet, donc il casse la tête de la gargoulette en faisant tomber un truc dessus, et ensuite il se dit on va le réparer, parce que voilà, il y a tout le scénario derrière. Et du coup, à la fin, termine cet objet qui, en fait, à chaque fois qu'on a fait des objets pour notre diplôme, on ne s'est pas dit on va faire des objets archéologiques. On s'est dit on va penser à un objet qui a pu arriver à un temps T, qui va peut-être être bidouillé avec 2 morceaux, machin, et qui en fait a évolué dans le temps pour arriver aujourd'hui jusqu'à un objet qui est ancré dans notre monde. Mais après, juste pour revenir, tu dis justement qu'on ne parle pas beaucoup de l'utiliser des objets. Mais parce qu'en fait, justement, ce qu'on cherchait avec le diplôme, c'était avant tout de révéler les histoires qui étaient cachées derrière les objets. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une phrase dans un texte de 20 lignes qui dit que l'objet permet de refroidir l'eau. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de parler en fait de toute l'histoire en fait, qui est liée autour de l'objet. Donc, comment l'immigration espagnole va arriver, d'abord dans le sud, puis travailler dans le milieu agricole, puis tout d'un coup, en fait, on manque d'artisans et de main d'œuvre en fait pour les verriers. Et merci. Et que tout d'un coup en fait, qu'est-ce que ça donne? Et je pense que le principe en fait de l'objet de conversation était vraiment celui-là. C'était avant tout des objets qui devaient raconter des histoires. Donc conversation aussi dans le sens où c'est une conversation entre deux cultures. Mais aussi objet de conversation parce que justement, c'est le cas ici, c'est que ça permet encore une fois d'utiliser en fait l'objet comme un médium pour révéler des questionnements, des interrogations. Et donc du coup, quelquefois, ce qui va toucher les gens, c'est parfois juste un élément de l'objet, c'est-à-dire que sur la gargoulette, il y a marqué Nomengo de Aki, donc je ne viens pas d'ici. Et quelquefois, c'est le seul élément en fait, que les gens vont repérer sur l'objet en se disant mais pourquoi il y a ça? Et tout, donc en fait, nous, ça nous permettait d'introduire l'histoire de la gargoulette, mais du coup vraiment dans son ensemble, c'est-à-dire de parler de cet objet en fait, qui existait dans le sud de la France, mais qu'on considère vraiment comme un objet un peu comme ça, typique. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que cet objet-là, il a été approprié entre guillemets par le sud de la France.
qui du coup pensaient que c'était un objet français alors que c'est un objet qui vient de plus loin. D'accord. Et donc voilà, ça nous permettait aussi de retisser une histoire beaucoup plus complexe en fait. En général, c'est ce qu'on essaie de faire, beaucoup plus complexe en fait, plus complexe de l'histoire des objets et en même temps en parallèle de l'histoire des hommes. Puisqu'en fait, ce que disait le diplôme, c'était ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, on cherche à dire en fait que la présence d'immigrés sur le sol français peut causer la perte d'identité française, alors que dans le passé, c'est paradoxalement elle qui a construit la culture dans laquelle on vit, c'est-à-dire il y a beaucoup de grands savoir-faire français en fait, qui sont des savoir-faire d'immigrés et qu'on a simplement repris, réappliqué, réinvesti en mettant un peu de nous et ça devient en fait une culture française. Mais si on doit découdre et puis on se rend compte que les mailles sont bien différentes et que du coup c'est l'apport de plein de gens en fait. Donc ça revient encore une fois, c'est un peu une boucle parce que ça revient aussi une fois à dire nous ce qu'on disait au début lorsqu'on parlait d'Age Zéphyr, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on cherche à défendre, c'est aussi une vision du design en France, design entre guillemets français. Mais là encore, c'est fait avec deux entités qui sont complètement différentes et que moi, forcément, avec ma culture créole, je ne regarde pas les objets de la même façon en fait. Florien, avec sa culture, on va dire beaucoup plus française, métropolitaine, il a aussi une culture artistique qui est différente de la mienne. Forcément, ça crée des objets qui sont des objets entre guillemets complexes parce qu'ils sont faits justement de couches. Quoi. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment d'essayer de redonner la vraie diversité en fait à l'histoire de la France, puisqu'en fait c'est ça aussi le gros problème, c'est que il y a une histoire de la France qui est enseignée, alors qu'en gros il y a des histoires de la France. Et on a eu le même problème aux Antilles. Hein. Enfin, en tout cas moi, de mon point de vue, quand j'ai à l'école. J'ai appris beaucoup de choses de la France au détriment de l'histoire des Antilles. Oui. Parce qu'en fait, il y a un modèle qui est conçu, un modèle préfabriqué, qui dit en fait que voilà, dans les manuels, on doit mettre ça, ça, ça et ça et ça. Donc c'est aussi pour ça que tout ça en fait revient à toutes ces interrogations de l'histoire, de l'héritage, de confrontation des cultures, de créolisation. Voilà. Objet de conversation, c'est pour ça. Ouais. Transmission. Transmission. Ça peut traduire plein de choses parce que ça traduit à la fois les objets qu'on dessine, que nous on convoque comme de transmission, puisqu'en fait ce sont des objets en fait, qui vont porter des histoires qui à un moment donné pourront réapparaître dans d'autres pays. Notamment on a les vanneries qu'on avait dessinées en fait, qui sont parties un peu dans les quatre coins du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous on envoyait les pièces, à chaque fois en fait, on glissait du coup en fait, l'histoire de l'objet. C'est-à-dire que en fait, lorsqu'on achète l'objet, on accepte aussi l'histoire qui est liée à l'objet. D'accord. Donc ça permettait aussi voilà, de diffuser et de transmettre un peu des histoires pas forcément très bien connues du coup ailleurs. Et après transmission, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, c'est un peu ce qu'on a fait aussi avec Création Court. C'est ce qu'on fait aussi en parallèle du studio, parce qu'en fait, même si on a une activité qui est prenante en termes de créa et d'activité au sein du studio, on est appelé pour monter des workshops au sein d'écoles, pour des jurys, donc en fait, c'est des choses qu'on aime beaucoup. C'est des choses déjà qu'on faisait lorsqu'on était en études en fait. Lorsqu'on était en diplôme et même parce qu'en fait on a fait aussi une 6e année à l'ENSAD, donc c'était une année où on était assez libre après le diplôme, où on était là aussi pour conseiller nos amis en fait qui passaient à leur diplôme. Donc je pense que naturellement en fait il y a la nature de notre travail qui est constamment en fait dans l'échange fait qu'on est très à l'aise à se retrouver en face de quelqu'un et à essayer de cerner la personne, à essayer de l'orienter. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on aimerait bien faire encore plus et donc pour l'instant on l'avait principalement fait avec des niveaux supérieurs, donc BTS ou école d'art, et là on s'est retrouvé notamment du coup avec Création Court à le faire avec des petits bouts de chou et en fait à notre plus grande surprise on s'en est plutôt bien tiré et même les instituteurs et tout, ils étaient assez bluffés de la façon dont on arrivait justement à transmettre ce que nous on voulait leur transmettre quoi. Et que à la fin par exemple, petite anecdote, c'est que tout au long de la résidence
On leur montrait des techniques, des matériaux, l'usage, l'histoire de ces matériaux, etc. Et à la fin, on a fait une retransmission avec une sorte d'expo où il y avait tous les matériaux. Et il y a d'autres écoles qui sont arrivées, donc des enfants qui avaient le même âge que les enfants avec qu'on avait. Et en fait, on a fait monter des élèves et on leur a dit maintenant, c'est à vous de présenter en fait, la salle et les matériaux, etc. Donc on a testé un peu ça et en fait, on était sur le cul, quoi, parce que les enfants, ils prenaient un matériau, il y avait 30, 40 élèves, un truc comme ça. Il y avait plein de petits devant eux et c'est là, ah oui, bah ça, alors c'est telle chose. Alors c'était l'artisan qui fait ça, et puis il fait comme ça, et puis mais les gars ils te ressortaient des détails, mais t'as la cuisson de la céramique ou des choses comme ça, des trucs assez poussés qu'on n'aurait jamais pensé en fait qu'on allait pouvoir leur imprimer ça dans la tête. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit en fait on a réussi à leur transmettre vraiment des choses qui vont leur rester, quoi. Donc, je pense qu'à terme en effet peut-être que on se dirigera aussi faire la transmission vers les plus petits. Bah, en fait moi je pense que c'est aussi ça. Banal, je pense que c'est aussi ça en fait qui pour nous aussi valide ce qu'on est, ce qu'on a envie de défendre aujourd'hui en design, c'est que tout d'un coup, effectivement, de se retrouver face à des gamins en fait, qui ont entre 7 et 10 ans, qui n'ont aucune vision, même projection de ce qu'est, entre guillemets, l'art, les totems, le design, encore moins le design, et d'avoir réussi, à travers une démarche, enfin, une méthodologie de design, enfin, transmettre vraiment l'histoire des objets, des matériaux techniques, des artisans et potentiellement comment en fait eux à leur tour ils pouvaient se saisir de ces histoires-là pour confectionner des choses après. Je pense que c'était ça qui, enfin c'est le pari en fait qu'on avait et qu'on a réussi, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui si on va les voir, ils savent ce qu'est le bakua. C'est quoi le kui, c'est quoi, enfin voilà quoi, enfin tous ces matériaux en fait nous on voit au quotidien en fait aux Antilles, mais comme il n'y a aucun programme en fait qui nous, si ce n'est la transmission d'un aîné au sein de la famille, en fait on ne sait pas réellement ce que c'est et ce que ça a été et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous, c'est-à-dire que tout d'un coup en fait tout ce que eux voyaient en fait au quotidien comme ça, dans les bois, à proximité des rivières, avait du sens et devenait aussi de vraies richesses. Donc non, ça c'était vraiment une très belle expérience. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de continuer ce projet-là. D'ailleurs, on est en train de... On va dire qu'on est en pourparlers. Du coup, juste pour revenir sur ce projet aux origines, parce que je ne suis pas sûre, vous avez été, donc vous êtes saisi de la résidence création en cours pour aller en Guadeloupe et au... Martinique. Pardon, oui, Martinique. Oui, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Et faire une sorte de bibliothèque de matériaux et d'histoire que vous pouvez ensuite réinvestir dans d'autres projets. Ouais, vous avez déjà réinvesti. En fait, le projet qu'on a soumis à Création Cours est un projet qu'on avait déjà mené lors des talents de la carte pour les objets. C'est-à-dire qu'il y avait 2 ans avant, en fait moi avant. Les prémices, quoi. Oui, voilà, c'était un peu les prémices. Parce qu'en gros, moi j'avais écrit un mémoire sur l'histoire des Antilles et plus spécifiquement sur l'histoire de la Guadeloupe. Avec les mailles fertiles. Voilà, les mailles fertiles d'un créole. Donc en revenant vraiment à l'origine, entre guillemets, l'origine dite moderne de l'histoire des Antilles avec l'esclavage colonial. Et devant en fait, à partir de ce contexte-là, en fait, qu'est-ce qui avait survécu et qu'est-ce qui était devenu. Et en fait, il y a beaucoup en fait de concepts en fait qui sont issus en fait du mémoire, parce qu'en fait j'ai rencontré beaucoup d'acteurs là-bas, notamment un poète qui s'appelait Ernest Pépin, qui m'a beaucoup parlé en fait de l'éloge du reste dans la culture créole. Donc en fait ça a fait monter aussi toute une sorte de matière conceptuelle qui a permis en fait ensuite de dessiner les premiers objets qu'on avait proposés à Mazoé Objet. Et ça fait un moment en fait qu'on voulait retravailler sur les Antilles. On avait fait le choix volontairement de ne pas parler des Antilles pour le diplôme, pour justement qu'on ne se dise pas en fait que c'est un diplôme, c'est un sorte de co-diplôme, en fait c'est mon diplôme. On voulait vraiment essayer de montrer en fait que les questionnements qui étaient liés à l'histoire des Antilles étaient des questionnements qui étaient liés tout simplement en fait au monde dans lequel on vivait, c'est-à-dire que aujourd'hui avec la route des immigrations, avec les flux continus, en fait, on vit dans un monde où tout est en train de changer, où en fait l'identité contemporaine, en fait, elle est en train de se définir aujourd'hui. Et donc c'était un beau moyen d'en parler du coup à travers l'histoire de la France. Donc du coup ça me permettait moi aussi de m'intégrer en étant
français des Antilles, mais du coup on était quand même français. Et puis après, maintenant que ça s'est passé, on s'est dit, en fait, on va revenir en fait à l'éloge créole, parce que du coup ça c'est le titre du projet, et de pousser un peu la dimension de recherche en fait qu'on voulait mener depuis un petit moment. Donc de retourner là-bas, de rencontrer des acteurs de l'île, de comprendre un peu les spécificités de l'histoire. Donc là-bas on a rencontré énormément de monde, encore une fois des poètes, des écrivains, des gens qui travaillaient dans l'archéologie, on a rencontré une inspectrice, un historien géo, en fait, donc pas mal de gens très éclectiques pour là encore dresser. Des artistes aussi. Ouais, des artistes, des artisans, pour dresser voilà, une histoire un peu complète, enfin plus riche de l'histoire des Antilles. Et donc du coup, en fait, le projet de transmission était lié en fait, justement à la bibliothèque de matériaux qu'on allait mettre en place. C'est-à-dire qu'on a proposé aux enfants de se mettre dans la peau d'explorateurs artistes à la recherche et la découverte en fait, des richesses de l'île. D'accord. Donc en fait, on disposait d'une bibliothèque de matériaux avec eux. On a monté en même temps que... Oui, on a monté avec eux, en fait en parallèle. C'était vraiment un projet un peu sur le long terme, parce qu'en fait on est arrivé, on a eu 2 semaines pour tâter le terrain, ensuite on a commencé la résidence avec les enfants direct. Donc la bibliothèque elle n'était pas encore montée, donc il y avait vraiment ce côté, on fait des ateliers petit à petit et on leur donne pas tout d'un coup. Il y avait vraiment cette notion de transmission dans le sens où des fois on faisait des sorties avec eux, des fois nous on faisait nos sorties, on documentait tout et le lendemain on allait les voir et on disait les enfants on allait voir ça hier, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi leur histoire. Donc il y avait vraiment cette petite, ce schéma qui était un schéma de découverte, un schéma d'appliqué avec des ateliers pratiques, il y avait du dessin, du collage, du modelage, etc. Pour ensuite établir une sorte de panorama à la fois de l'histoire et des matériaux locaux qu'on a ensuite réinterprété et on leur a demandé de réinterpréter tout ce qu'on avait vu dans des totems. Donc à chaque fois on leur a demandé de faire un totem créole où il y avait son histoire, où à chaque fois l'enfant écrivait son histoire, faisait un dessin, et ensuite avec eux on a construit les totems à partir de la bibliothèque de matériaux. D'accord. Et enfin je reviens juste effectivement encore sur ce mot transmission parce que j'ai tilté parce que du coup quand tu disais qu'on arrivait, en fait on faisait ça et qu'à la fois on le faisait aussi avec eux, c'est aussi important de se dire que lorsqu'on est dans des projets comme création en cours, en fait on est là pour transmettre des choses, ça devient aussi un échange, c'est-à-dire qu'en fait on n'était pas les designers qui imposent en disant en fait nous on a vu ça et c'est ça, c'est-à-dire qu'on était là, on posait les choses et la discussion commençait, c'est-à-dire qu'un gamin lève le doigt, il dit ah ben moi je connais, je crois que j'ai vu ça, non. Il y a un autre qui ajoute un élément supplémentaire, du coup nous on écrivait tout ce qu'il racontait, puis nous on racontait aussi notre expérience, et en fait du coup ça devient une vraie histoire, c'est-à-dire que c'est pas nous qui décidions de ce qui était l'objet et de comment ils devaient le percevoir, mais c'était vraiment au carrefour je pense un peu de toutes les visions quoi. Et c'est ce qui était beau et c'est marrant parce que du coup toute cette phase de découverte elle s'est faite à l'oral, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné en fait on a rédigé des notes pour eux, des choses comme ça. Et c'est d'autant plus bluffant puisqu'à la fin ils avaient réussi à digérer tout ce qu'on avait raconté en fait comme une discussion qu'on aurait pu avoir autour d'un café, mais du coup de le transmettre à des gamins de leur âge quoi. C'était quand même très bien. Et je reviens sur le mot transmission, parce que oui, je l'entendais aussi comme des objets qui transmettent des choses, qui racontent des histoires. Tu disais tout à l'heure, Dimitri, on est là pour révéler des formes de vie. Est-ce que les gens perçoivent seuls l'histoire derrière les objets, ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait cette partie de transmission qui vient de vous? Comme tu disais par exemple, on glissait l'histoire dans les objets qu'on envoyait aux cartes du monde. Ça fait partie. De manière générale, on essaye à chaque fois qu'on a un projet de l'aborder de façon globale, donc autant par la communication, donc par les photos, qu'est-ce que les photos veulent dire, qu'est-ce que le graphisme veut dire, que par les supports textuels, audio qui vont avec. C'est-à-dire que très rarement on a fait un objet qui était juste un objet. Il y avait souvent soit des illustrations avec, soit du graphisme, qui venait du coup être un support de l'objet. Donc ça, après, nous on aime bien le format d'exposition qui du coup facilite forcément la compréhension de l'objet parce que tu as la place de raconter cette histoire. Après c'est vrai que pour par exemple les vanneries, c'est format condensé, une petite carte postale qui vient du coup faire une petite carte postale au petit leaflet. C'est pareil pour Thiban, il y a un leaflet
qui vient expliquer l'histoire de l'objet, mais c'est vrai que l'objet lui-même, par exemple, en fonction de son contexte dans lequel il est posé, ne va pas forcément parler à la personne. Par exemple, Tiban, on le donne à quelqu'un aux Antilles, il va comprendre d'où ça vient, il va comprendre son histoire. Pour un métropolitain, pour lui, ça va être un objet, voilà, un Tiban. Peut-être qu'il va regarder en dessous, il va regarder marqué Made in Guadeloupe, etc. Il va dire un truc. C'est pour ça que du coup, on insiste à chaque fois pour avoir une dimension plus globale, pour essayer de vraiment transmettre ce qu'on veut dire, parce qu'après, on n'est plus trop maître. Je suis d'accord, et en même temps, c'est encore une fois, c'est comme avec les gosses, ce qu'on dit qu'on n'est pas là pour imposer, c'est-à-dire que, en fait, nous, on donne tout ce qu'on a envie de donner, c'est-à-dire que voilà, c'est un package, on donne effectivement la carte postale, le leaflet et l'objet, ils le lisent, et après ils en feront ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour imposer, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que demain ça veut dire que tous les objets doivent être chargés d'histoire et devenir. En fait, je crois pas, je crois juste que, en fait, nous, notre métier, enfin la façon dont on a conçu le métier, c'est d'être là comme des révélateurs. Donc elle est révélée à travers un objet. Quand l'objet part avec son utilisateur, il a aussi le droit de devenir ce qu'il a envie de devenir. C'est-à-dire que demain, si la vannerie, la vannerie elle va exister pour ce qu'elle est, pour le travail de l'effet de cocotier, le dessin, mais tout d'un coup, en fait, s'il a envie de, je sais pas, l'utiliser. Faire un abat-jour. Oui, d'en faire un abat-jour, ben, en fait, pourquoi pas. Mais en fait, c'est là aussi où ça devient aussi intéressant. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est que l'histoire, en fait, elle se compose, elle s'écrit au quotidien. Donc, en fait, ce serait dommage, en fait, d'avoir ce discours-là, de dire en fait qu'on impose et que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre façon d'utiliser les objets ou de les regarder. C'est-à-dire que nous, on y met de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on sait. Et que demain, effectivement, s'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter des éléments ou qui veut... Mais je pense que ce que tu dis, ça peut faire revenir sur un truc, c'est que quand on dessine un objet, on inclut aussi la dimension de beauté dans cet objet, qui est pour nous un élément assez central de notre production. Tu peux faire un objet qui raconte beaucoup de choses en chargeant de plein de choses qui vont être extrêmement bavardes, mais au final, ça va être presque une pièce d'art, tu vois, genre. Alors qu'en fait, nous, on essaie de trouver une balance quand même pour que l'objet puisse exister, voilà, sans forcément l'histoire, et qu'il soit juste agréable à l'œil et agréable aussi à l'usage. Donc il y a tout le temps cette balance qu'on essaye de faire, ça se joue avec des proportions, des courbes, des matériaux, et ce dosage justement de l'histoire de jusqu'où on peut en donner dans l'objet. La gargoulette, on a juste mis une ligne, on a pu faire un truc rempli de texte, mais ça n'aurait pas été agréable à l'œil. Donc voilà, il y a ce côté-là, la transmission qui est important, de savoir doser. Parce qu'en effet, l'objet peut devenir totalement autre chose après. Et tant mieux d'ailleurs, c'est devenu autre chose. Enfin, tant mieux s'il arrive justement à composer avec des choses très différentes. Poursuivre l'histoire. Si vous voulez poursuivre l'histoire aussi. Photographie. C'est marrant parce qu'on a fait une sorte de boucle. Photographie. Un gros cassette. Ouais, parce que du coup, ce serait même photographié. Enfin, oui, non, photographié avec S, parce que il y a des photographies qui sont liées à la recherche, notamment même avec Bayeloche Créole, où on a Flo avec son appareil, je sais pas, son 6D, et moi avec mon iPhone, du coup, on a quand même collecté pas mal de photos, pas mal de vidéos, donc ça c'est déjà un premier élément, c'est aussi des choses qui... C'est la pratique de la photo de l'instantané. Ouais. Qui est là aussi pour raconter des choses, qui est là aussi en tant que matière pour ensuite pouvoir dessiner des objets, matière aussi d'interprétation, puisque d'après une image, on peut aussi écrire une histoire. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup à partir d'images. Ouais. D'images d'archives, voilà. de et références du coup, il y a cette image, comme tu dis, la photographie, on va dire, de l'instant, puis après il y a aussi les photographies d'archives, qui est un élément qui revient constamment dans notre travail, parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'histoire, on est aussi obligé de parler à un moment donné du passé. Et en tout cas, dans le cas des Antilles, il y a des écrits, il y a quelques images, mais il y a surtout beaucoup d'images issues de cartes postales qu'on intitule les scènes d'antan.
et qui sont les quasi seuls restes des traditions de là-bas, quoi. Enfin, pourquoi aussi à un moment donné l'archive est devenue un élément central, c'est aussi parce qu'en fait, si on voulait parler d'histoire, c'était le seul élément auquel on pouvait réellement se rattacher aux Antilles. Parce qu'en fait, du fait de l'histoire, il y a beaucoup d'archives qui ont été brûlées. Et donc du coup, c'est une histoire en fait avec pas mal de trous. Et donc du coup, comment tu veux composer lorsque en fait t'as pas l'entièreté de... Enfin, t'as pas toutes les données en fait pour concevoir le projet. Et donc du coup, l'écriture et la photographie des scènes d'antan permet justement d'avoir un sorte de point de départ comme ça, d'imaginaire pour monter les projets. Donc voilà, donc il y a les images la photographie d'archives, la photographie d'instant, puis la photographie de communication. C'est marrant parce que du coup on fait beaucoup de photos, mais lorsqu'il s'agit de prendre en photo nos objets, On n'est pas bon du tout. on n'est pas bon. Pour plein de raisons, parce que déjà on n'est pas photographe, qu'on a souvent des objets qui sont multimatériaux, donc en fait au niveau des lumières, c'est hyper galère. Et voilà, donc du coup en fait on fait appel à nos amis en général, donc on travaille beaucoup avec les Rimazou, qui sont Larry Mazou, Louise, et là on a de nouvelles pistes pour bosser avec d'autres photographes et aussi là réinventer aussi un langage, parce que comme Flo le disait, la photographie est aussi là pour prolonger et diffuser l'histoire. Donc en fait c'est un problème aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos images sont des images dites nature morte, photographiques de nature morte. On a très peu de photos d'images fond blanc parce qu'en fait on n'aime pas trop, parce que du coup en fait on n'arrive pas à, comme tu disais en fait, si tout d'un coup on a envie de projeter un imaginaire dans l'objet, si ce n'est en fait l'imaginaire que nous on a projeté lorsqu'on a dessiné, de faire des photographies sur fond blanc, en fait ça dit pas beaucoup. Donc du coup à chaque fois il y a un peu cette gymnastique de trouver le photographe en fonction de l'objet qu'on veut photographier, et ensuite définir le mood avec le photographe. Après, souvent on laisse un peu carte blanche, on donne une orientation au photographe, on lui donne un mood board, etc. On lui explique pas forcément des matières, mais des références de photographes, vraiment l'histoire détaillée de l'objet, qu'est-ce qu'on veut dire à travers l'objet. Et après, on se détache et on laisse la personne faire le travail. Parce que nous, si on est là, par exemple, pour le shoot, on sait qu'on va intervenir, on va dire faut faire ça, c'est ça, et au final, c'est pas notre job. Donc on préfère vraiment le délaisser et accepter aussi ce qu'on nous donne et l'interprétation aussi d'une autre personne. Donc c'est pour ça que c'est très important à chaque fois de choisir la bonne personne, le bon photographe pour faire la photo. On a de la chance, on a des amis photographes qui sont très bons et qui collent avec notre univers, mais c'est super important. Parce que après ça devient un vecteur du site internet, de l'Instagram. Et au final on te connaît après par ça, quoi. Et une photo peut faire un déclic, comme ça nous est arrivé avec les photos des vanneries, combien de personnes sont venues vers nous en disant j'ai vu cette photo où il y avait un mec qui avait une vannerie sur la tête. Et ça crée un déclic, quoi. Ça la carte. Vas-y, pour la dernière. C'est qu'on a rajouté. Artisanat. Pourquoi l'artisanat ? Parce que c'est l'une des plus belles façons, moi, je trouve, de parler des traditions un peu séculaires, de ce qui existait, et aussi parce qu'il y a la main. Ça, c'est important. Il y a l'histoire, parce que l'artisanat, derrière chaque artisan, il y a une histoire qui est à la fois l'histoire personnelle, mais l'histoire de la technique, l'histoire de la manufacture. Et c'est ce qui est intéressant quand tu vas travailler avec des artisans, c'est que tu n'es plus face à un mec à qui tu vas donner des plans industriels, tu vas poser ton dossier de plan technique et il va te faire le truc. C'est que tu es vraiment là dans une conversation avec une personne qui est humaine, qui a une réalité aussi économique, une réalité familiale. Et du coup, tu as un échange qui est vraiment, la plupart du temps, très agréable. Après, tu as
l'artisanat a aussi des limites dans le sens où il faut, pour certains, faire comprendre qu'est-ce que c'est le design, que nous on n'est pas là aussi pour imposer des choses et pour faire comme industriel, tu fais ça, bah ça, tu le fais bien, on est là aussi pour comprendre. Donc souvent, quand on va voir des artisans, on n'arrive pas forcément avec des projets très, très finalisés, justement pour éviter d'être là à forcer la main, Dans un rapport aussi un rapport d'égalité, de dire nous on a envie de faire ça, comment on peut le faire avec toi, Qu'est-ce que vous pouvez apporter au qu'est-ce projet? que tu peux apporter au projet en effet, comment toi aussi tu peux trouver un intérêt à le faire. Donc c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des artisans. C'est aussi un travail là encore en collaboration, c'est-à-dire que notre site actuel notre nouveau site est en cours de montage. Mais pour nous, c'est aussi important à chaque fois de citer aussi les gens qui sont derrière les objets. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a nous parce qu'on compose beaucoup, mais en fait, dans la maille, en fait, il y a 3-4 artisans en fait, qui ont donné aussi du temps, de leur savoir-faire, de leur technique en fait, pour réussir à, on va dire, finaliser l'objet. Donc pour nous c'est important. Après, encore une fois, on ne dit pas que le reste n'est pas bien, hein, mais nous ça a été une façon pour nous de commencer. Ça ne veut pas dire que demain, si on doit travailler avec une industrie, qu'on ne le ferait pas, mais c'est-à-dire qu'on a aussi besoin de trouver encore un point d'accroche pour travailler avec les gens, et ça c'est de manière générale. Après, alors je pose une question et puis je réponds en même temps, c'est très marrant, mais parce que ça me fait aussi penser à autre chose. En fait, souvent on nous demande pourquoi on ne cherche pas à pousser l'artisan dans ses retranchements. Parce qu'en fait, des prouesses, par exemple. voilà, c'est ça. En fait, nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Je sais pas trop comment justifier. Je crois que juste que. C'est pas le propos de l'objet aussi, je pense. Ouais, il y a ça. On n'a pas envie d'attirer le propos sur la prouesse technique qui du coup va prendre trop de place, mais plutôt sur la justesse de la technique et pourquoi on l'emploie dans tel objet. Et pourquoi elle a un sens d'être utilisée dans tel objet. Donc c'est pas forcément de dire à l'artisan on va faire un truc qui a jamais été vu. Non, oui, tu fais dans l'idée de valoriser aussi des choses. Tu fais ce que tu sais faire, on le fait ensemble, on le fait bien. Et ça suffit. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, qui n'a jamais été vu, parce que c'est aussi un élément de notre travail, c'est-à-dire qu'on est dans des objets qui sont peut-être innovants dans leur composition, dans les alliances, mais qui sont des typologies en fait qui existent, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à créer la dernière chaise sur 3 pieds, c'est pas ça. Enfin voilà, donc il y a aussi un imaginaire commun en fait, qui nous inspire, et je pense que les gens qui apprécient notre travail, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'apprécient, c'est-à-dire que quelquefois, même s'il y a beaucoup de clés de lecture, on arrive à comprendre que c'est une gargoulette par exemple, c'est-à-dire que bien sûr il y a plein d'éléments qui sont rajoutés et on suppose que ça veut dire des choses, mais en tout cas lorsque tu regardes l'objet, tu arrives à lier un imaginaire collectif, et je pense que l'imaginaire collectif effectivement c'est aussi un paramètre qu'on prend en compte en fait lorsqu'on dessine des objets, c'est-à-dire une forme de justesse dans la forme et dans l'usage et dans la composition. T'as bien fait d'ajouter cette carte. J'ai bien fait d'ajouter cette carte. Est-ce que vous auriez un projet dont vous aimeriez qu'on pourrait parler et voir un peu tout au bar, voir même l'objet, la communication? Du coup, en termes de maquette et tout, on n'a pas grand chose ici, mais je pense qu'à travers ça, il me semble qu'il y a quelques petits trucs. Alors, c'est ce projet qu'on va vous présenter, du coup, c'est Cannes, témoin de 250 ans d'histoire, l'objet commémoratif qu'on a fait pour les arts décoratifs, qui du coup fêtait leur 250e anniversaire. Et c'est un objet qu'on a fait quand on était du coup en 6e année, qui est l'année de transition aux arts décoratifs quand on montait son entreprise. Et il se trouvait qu'il y avait une sorte d'appel à projet pour les 250 ans, d'appel à idées, et dans cette liste, il y avait créer un objet commémoratif. Donc pour nous, c'était déjà une typologie d'objet qui nous plaisait, qui nous parlait, quoi. Et donc voilà, on a répondu un peu à cet appel à projet, on allait faire 2-3 réunions, et du coup on a été lancé sur le projet qui nous a tenu, c'est un projet qui a duré 1 an.
entier, je crois. Et qui du coup est vraiment un projet qu'on a pu qui a vraiment occupé un spectre justement de l'objet à la photo, à la communication, à l'exposition finale. Donc c'est un projet dont on est assez content de sortir l'objet. Et là, on pourra retourner là-dessus. Vraiment qu'on parle d'abord de qu'est-ce que c'est. Et je te dis, non Non, c'est un objet commémoratif oui, pour mais les qu'est-ce 50 qu'on ans peut de l'école. Donc en fait, c'est un sorte de totem, une sorte d'objet témoin, d'ailleurs qui prend la forme d'un bâton de relais. Donc pour un peu valoriser l'idée, en fait, cette idée en tout cas dans le symbole de transmission, d'échange. Et ce qui était intéressant, pourquoi c'est aussi pris cette forme de témoin, c'était aussi parce qu'il fallait réussir à raconter tout simplement 250 ans d'histoire à travers un objet. Donc c'est quand même beaucoup d'archives. Donc c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec la bibliothèque de l'école, du coup qui disposait des archives de l'école depuis sa création en 1766. Et en fait, ce que nous on a fait, c'est qu'on a dressé une sorte de frise chronologique qui correspond à différentes époques de l'histoire de l'école. Et en gros, chaque période de l'école a été est symbolisée et incarnée par un matériau et une technique. En fait, en dessous, tu as ta bouchon en laiton avec 1766 et la 2016, qui du coup vient signifier le sens de lecture. Et du coup, pour parler un peu plus de ces pièces-là, on commence ici avec une pièce qui est un biscuit de Sèvres. Donc on a eu la chance de travailler avec la manufacture de Sèvres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le premier directeur et créateur de l'école était directeur artistique de la manufacture de Sèvres et qu'il a commencé l'école en se disant il n'y a pas assez d'artisans compétents en France pour pouvoir faire mes créations en tant que directeur artistique. Donc je vais créer une école pour répondre à mes besoins. Donc petite anecdote, comment l'école est née. Et pendant un bon petit moment au sein de l'école, c'était la première... créer des dessinateurs qui vont ensuite intégrer le cursus de Sèvres ou des grandes manufactures françaises. D'ailleurs, à l'époque, l'école s'appelle École royale gratuite de dessin. Donc c'est pas encore une école d'art appliqué. Voilà. Et ensuite, là, on a un basculement qui s'opère ici courant 1800. Il faudra sortir Tu il y a un basculement en fait qui part de ce côté un peu artisanat à l'architecture, où l'école devient une école d'architecture qui s'oriente vers création aussi de mobilier en bois, d'architecture. Il y a un vrai diplôme d'architecte. Donc pendant un petit moment, c'est l'activité principale de l'école. Ensuite, on a une pièce en PMMA ici qui vient parler du basculement vers l'industriel courant. Ouais. Puis les dates en tête. Basculement industriel 1930, un truc comme ça. Non, c'est l'après-guerre. L'après-guerre. Avec Roger Talon. Avec Roger Talon. Alors Roger Talon, ça. Ah, t'es où? Là, j'étais PMMA. Ah. C'est une ligne du temps en fait. Ouais, en fait, on a repris la frise chronologique qu'on a un peu du coup ajustée. Mais pareil, au niveau des proportions des matériaux, on est dans une proportionnalité. Donc là, c'est plus court par exemple que là. Là, c'est ça. Ok. Ensuite, voilà, basculement industriel avec du coup l'ouverture du secteur design textile qui est symbolisé perpétuellement. Ouverture du secteur design vêtements accessoires. Là c'est avec la pièce en cuir. Là tu as une pièce en aluminium anodisé qui va parler de l'ouverture du secteur des industriels et qui du coup représente la phase un peu industrielle de l'école qui a été créée par Roger Talon. Et après on a une fracture là qui passe vers le numérique où du coup l'école s'est modernisée, commence à avoir des machines numériques, l'apparition d'internet, du design graphique, multimédia. Et voilà, ça c'est-à-dire qu'on est encore dans cette période-là aujourd'hui à l'école. Ok. Et avec du coup en fait c'est un. Donc c'est une pièce en quoi la dernière? Ça c'est une pièce en laiton. Ah ça c'est. Non, désolé, j'ai pas dit ça, c'est de l'impression 3D. Ok. Et en fait t'as une petite sculptée qui est au milieu. Et si tu veux, genre ça fait. Tu as toutes les pièces. Sont en fait. Il n'y a pas de colle, tu vois, tout est amovible. Ce qui fait que théoriquement, dans 100 ans, tu peux rajouter. Ah, c'est génial. Même dans 10 ans, hein. Dans 10 ans, oui. Si, un basculement. Quelle serait la prochaine pièce? Quelle pourrait être la prochaine pièce? Bonne question. Et alors pourquoi ce matériau pour le déviser à la fin? Pourquoi le laiton? Alors le laiton c'est un matériau dont on est assez friand. Parce que d'une part il se travaille très bien. Parce qu'il a des qualités
de qualité, de brillance et de couleurs qui sont assez belles. Et ça vient du coup apporter quelque chose d'un peu sacré à l'objet, quoi. Si on avait fait en couleur chrome, ça n'aurait pas donné le même effet. Et c'est aussi des références à différents objets qu'on apprécie. Il y avait des petits détails en laiton. Et alors, avant d'en arriver à cet objet final, vous avez eu d'autres propositions, ou c'est venu assez... C'est venu assez vite. En fait, l'idée du multimatériau était là dès l'origine. En fait, pour avoir du coup vécu l'école dans sa vie, en fait, c'est une école qui est faite de 10 secteurs, des couches totalement différentes. Et il y a ce côté de assemblage comment dire, pas de technique, mais de savoir-faire, de vision. Et c'est une école qui est multiple. Donc ça, c'était un peu la première intuition de base de l'orientation de l'objet. Et ensuite, donc, on est parti sur toute la recherche historique. Et on s'est vite rendu compte qu'en effet, il y avait des sortes de fractures. À chaque fois, il y avait des périodes qui marquaient vraiment la vie d'histoire. Donc on a pris cette histoire-là, on l'a mis sur un papier, on a tout relevé. Et on a essayé de dire, ça c'est la période ça c'est la période ça c'est la période ça. Et à partir de ça, comment on peut symboliser ces périodes avec des matériaux. Et ensuite, c'est comment la mettre en forme. Donc on est quand même resté sur quelque chose de très simple, qui est de la révolution, un jonc tout simple. Ça nous permettait du coup d'uniformiser les techniques et de faciliter aussi la production d'objets, parce que c'est un objet qu'on a fait avec 3 artisans différents et avec aussi des tolérances totalement différentes. Enfin, c'est un peu un casse-tête à fabriquer. On en a fait 30. Donc on a assuré le montage et la fabrication de certaines pièces. La 3D. L'impression 3D. On a fait quoi? Le bois, c'est à moitié mou, à moitié un tourneur. La céramique, c'est serre. Les pièces en métal, c'est un tourneur métal. On travaille aussi avec quelqu'un qui fait du cuir pour les pièces. Mais on a fait pas mal aussi des pièces en cuir. Donc oui, et après la forme du témoin arrive assez naturellement dans la symbolique, en fait, parce qu'on voulait que ce soit vraiment quelque chose qui soit donné, et aussi c'était la destination de cet objet, donné aux institutions, aux ministres, etc. Donc il y avait quelque part donner le poids de l'histoire à quelqu'un, et cette forme de bâton de relais s'y prêtait totalement, quoi. Ça donnait un truc un peu sacré à cet objet. Et en fait, à chaque fois qu'on le présentait, il n'y a pas des photos de l'expo dans mon studio. Non. En fait, on présente tout droit comme ça. On ne présente pas comme ça. Enfin, on l'a déjà présenté comme ça parce qu'on n'avait pas le choix, mais le côté un peu sceptre, sacré, c'est quelque chose qui nous plaît pas mal avec cet objet. Et du coup, encore une fois, par rapport à la démarche de création, il y a, si tu veux, une conversation en fait, qui raconte un peu tout le process de fabrication de l'objet, ou aussi les questionnements liés à, justement, là je disais, qu'est-ce qu'un objet usuel, qu'est-ce qu'un objet sacré, comment cristalliser 50 ans à travers un objet. Donc voilà, ça aussi, ça fait aussi partie du process, c'est-à-dire que le process n'est pas seulement que du dessin, en tout cas dans le cas de l'objet. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est aussi de réussir à confronter une image d'archive et de se dire, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vases qui sont faits dessiner à une époque. Est-ce qu'on s'amuse à redessiner une pièce qui va ressembler à un vase avec du coup pas mal de motifs, etc. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il ne faut pas rester dans quelque chose de beaucoup plus simple? Vu que le vase c'est un peu l'objet, on va dire symbolique, un peu de la manufacture. À l'origine, on aurait très bien pu aussi dessiner un sorte de vase qui devient autre chose à la fin. On l'a pas fait. Du coup, en fait, c'est vraiment là où c'est vraiment à travers justement toutes ces images-là, les dessins, les questions-réponses, les discussions, que va devenir en fait l'objet quand même, quoi. Puis aussi rentrer dans des coûts, des productions quand même. Et du coup, un set qui a été fait du coup par Léonie Mazou. Et une communication graphique par Edith Arki. Et les textes, c'est vous? Les textes, c'est un peu nous. Et un peu le chargé des éditions de l'ENSA.
que je vois dans... Ça m'interpelle, j'ai peur. Dans 250 ans, il ne restera plus que 10 grandes écoles supérieures d'art dans le monde. Oui, ça c'est. Ah oui, ça, le directeur. c'est le discours du directeur. Ça fait peur, ça. Ça sort d'où, ça? Bah, c'est sa vision. Ça sort Encore une fois, voilà, on compose avec les visions de chacun. Il n'y a pas bien peut-être. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne restera plus que 10 écoles d'art, dont l'ENSAD. Je sais pas. Je ne prendrai pas position. Probablement, peut-être. Est-ce que vous avez apporté de main votre objet surprise? Ouais. Normalement, il y en aurait dû. Enfin, Ouais. on en a qu'un seul. Qu'un seul. Bon, on pourra en parler des deux. D'accord. Ce sont des objets de design. Ils ne sont pas de nous. Hein? Ils ne sont pas de nous. Pas de nous. Hein? Votre éducation. Ah, Tu connais? je l'ai chez moi en fait. C'est la... Ah, ça m'étonne pas. C'est la routine, mais ça se fait. Alors tu l'as chopé où du coup? Je suis intéressée. Je l'ai chopé à Milan, un peu par hasard. En plus, je sortais de l'expo de rétrospective de Sotsas à Milan, et avec ma copine, on allait faire une brocante, et il y avait une sorte de magasin qui vendait plein de vieux trucs. Je rentre dedans, je vois des machines à écrire, donc je fais le tour, et puis à un moment, je marche et je vois un truc rouge à droite par terre, et je me dis, mon cerveau fait, oula, il y a un truc qu'il faut que tu regardes. Et du coup, il y avait une Valentine qui était là, et j'ai eu un tout bon prix, parce qu'elle était toute bloquée, du coup, j'ai un peu restauré. Et du coup, donc elle est fonctionnelle là. Elle est fonctionnelle, ouais. Et ouais, c'est très très beau. Et alors, du coup, en tant que non-initié au design d'objets, Ouais. pourquoi, Tu te demandes pourquoi cette, c'est un objet si important? Enfin, par le fait qu'elle a, en effet, c'est impressionnant. Je savais pas qu'elle était dans un étui. Bah, en fait, c'est Parce une que déjà, elle est des... transportable. Ouais, c'est Ouais. la première, une des premières machines à écrire transportable, qui a du coup été réalisée par Ettore Sotsas, le designer dont on parlait tout à l'heure, et qui est une assez grande source d'inspiration pour nous. Et en fait, pourquoi on a choisi cet objet, c'est que c'est un objet, comme tu t'en doutes, c'est ultra industriel, c'est Olivetti qui fait ça. Et quelque part, moi ça me donne un peu espoir dans le sens où un mec comme Sotsas qui faisait du coup le vase qu'on n'a pas pu amener, mais qui faisait des vases bits, le mec passait du vase bit en céramique à une machine à écrire extrêmement technique et en même temps qui a vraiment une singularité très forte et qui dans le paysage de machines à écrire est un peu un ovni. Enfin, à l'époque, il y avait une campagne de pub autour de cette machine qui la plaçait vraiment dans un cadre qu'on n'avait jamais vu. Donc voilà, c'est un peu un objet phare du design et quelquefois, moi je vois cet objet et je me dis bah ok, aujourd'hui on fait des objets qui sont, on va pas se le mentir, plutôt du côté haut de gamme, édition et pas du tout industriel. Mais quand je vois ça, je me dis qu'en fait on a totalement notre légitimité à faire aussi des objets industriels et en tant que designer qui a une vraie vision et qui a une vraie personnalité, je vois pas pourquoi on ne serait pas appelé par des boîtes pour faire des choses de ce type-là et même si ça n'a pas été à l'époque un énorme succès commercial parce que tu as l'ordinateur qui arrivait juste derrière, c'est quand même un pavé lancé dans la mare à l'époque et il y a vraiment de l'audace en fait derrière cette machine à écrire. Déjà elle est rouge, à l'époque c'était vert, noir, des couleurs très passe-partout, c'était un petit travail et là c'est devenu un peu, ça rajoute une dimension fun. Ça a quoi ce petit bouton? Ça c'est pour changer la couleur. En fait, je me souviens plus, le fait qu'elle s'appelle Valentine, il y a une histoire derrière aussi ou je sais plus, Valentine. Je sens qu'il y a une histoire, je me souviens plus là tout de suite. Je peux appuyer. Ouais, tu peux appuyer. Ça va rajouter. Ah non, bah, effectivement, moi je pense que t'as dit l'essentiel. Mais du coup, on peut quand même parler de l'autre objet, même s'il n'est pas là, parce que ça aurait été bien de le mettre en confrontation, ouais. De les mettre en confrontation, parce que d'un côté on avait cet objet industriel, grande consommation, hyper fonctionnel, et après en face on aurait eu le vase Shiva, qui est en fait un sexe masculin en érection,
qu'il a dessiné sous forme de vase. Et pour le coup, c'est marrant parce que du coup l'histoire du Vashiva. Je vois pas, c'est les mêmes matériaux qui. Non, c'est un profil de sexe d'homme en érection qui était extrudé. D'accord. Donc en gros, c'est un sorte de pavé presque rectangulaire comme ça, avec et puis le gland ouvert qui permet du coup de glisser des. Et en fait, oui, il avait appelé Vashiva parce qu'à l'époque, il était tombé amoureux d'une fille à Barcelone, je crois. Et en fait, à l'issue de sa rencontre avec la fille, il avait dessiné ce vase. Et à la même époque, il y avait BD Barcelona, qui était une maison d'édition qui ouvrait. Et il a du coup donné le dessin. Et du coup, l'objet est devenu vraiment symbole de sa rencontre plutôt rapide avec cette fille. En fait, ça se trouve, il fait des objets en fonction de toutes les nanas qui a dans sa vie. Après, ça, c'est un mec, c'est un mec vraiment. Mais il y a eu, je sais plus combien de femmes, genre. On va dire qu'il est touché par la vie, donc ces objets ont souvent tendance à la fois à parler de choses très légères et en même temps, quelquefois, être hyper obscures, tu sais, avec notamment sa collection de Céramique des Ténèbres, lorsqu'il a eu sa phase où il était hyper malade, il a dessiné que des sortes de tombeaux, quoi, des sortes de vastes tombeaux noirs. En fait, c'est assez marrant parce que du coup, il exprime tout ce qu'il est émotionnellement dans ces objets en fonction des époques, en fonction de ses rencontres. Et du coup, voilà. Donc c'est aussi marrant de voir du coup les deux objets, enfin l'un côté de l'autre, parce que du coup, ça émane de la même personne. Les destinations sont complètement différentes. Et pourtant, pour moi, elles ont toutes les deux leur légitimité à être là, quoi. Bien. Si vous auriez un mot de la fin, clôturer cette interview. Un mot, non, mais non, je sais pas, j'ai rien à dire, je crois. Non, mais je pense que c'était bien de terminer avec cette sas. Ça permet aussi de boucler la boucle en fait. Parce que tout d'un coup, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous essaie de faire aussi à notre échelle et aussi à notre époque, c'est de parler de la vie dans sa diversité, dans ses tremblements, dans ses grognements, C'est bien, C'était le point. Donc voilà. Voilà, c'est parler de la vie. C'est ce qu'on aime. Le coup de tonnerre qui sonne la fin de l'interview. Un grand merci à Florian et Dimitri pour cette discussion passionnante. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!